Daniela Chagnaud, je suis cofondatrice et CEO de Cibex. Et en fait, je suis à la base ingénieure en informatique pour parler un tout petit peu de mon parcours. Et je suis aussi des études en EMBA, ou Executive Master in Business Administration en Tunisie. Et j'ai cofondé Cibex avec mes cofondateurs Tahir et Inès depuis un bon moment. Commencé effectivement en 2020 et j'étais en train de dire donc du coup l'histoire du Cibex, donc elle a commencé depuis cette année, 7 ans à peu près en tant que projet, et puis donc en tant que start-up ça fait maintenant 2 années effectivement, et on a plutôt attaqué un sujet qui est très sensible, qui est l'agriculture. Et aujourd'hui je suis là pour vous parler en fait. Donc je vais commencer par poser une question. Donc, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il faut 1 litre d'eau pour faire pousser une calorie de nourriture? On doit répondre. Oui, c'est une question à tout le monde. Bon, je sais que ce n'est pas évident de savoir, mais c'est très bien de savoir aussi, de penser qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir justement une calorie, on doit effectivement utiliser 1 litre d'eau. Et c'est en fait énorme quand on ajoute, on va additionner la nourriture d'une personne durant toute la journée. Donc, et sans parler de la population mondiale entière sur toute la planète. J'ai un problème sur l'écran. C'est Zoom qui... je ne sais pas si ça passe chez vous ou non, parce que moi, je n'ai pas les slides qui... Nous avons le slide. Voilà. Ça marche. Chez nous, ça va. On a le euh, partage mais c'est et le lentement. changement de. Ça Euh, fait bien chez nous. euh, je ne sais pas si c'est possible de se reconnecter, peut-être parce que Zoom, il est buggé et j'arrive pas même à bouger l'écran D'accord. Ok, de... ok, Ouais, pas de souci. vous me donnez 2 secondes. OK? Connexion. D'accord, d'accord. Ouais, Mais pour nous, tout est ok. Hein. ouais. Mais par moi, ça bouge lentement, en fait. Excusez-moi. Vous pouvez peut-être éteindre la caméra parce qu'elle est figée aussi, la caméra. Oui, en fait, je vais en fait me reconnecter parce que je vous entends, mais rien, ça marche Et éteindre votre sur caméra, l'écran. le débit. OK, ça marche.
C'est OK, Emira? Oui, désolée, encore une fois. Oui, Donc, allez, fallait très que bien, excellent. je Alors, redémarre. on vous voit On très, très reprend. bien. Très bien, on va y arriver. Oui, Alors, c'est bien. On a le partage, on a tout ce qu'il faut. très, très bien. Bah, on reprend la fameuse question que je viens tout juste de poser. C'est que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui dans la salle qui sait qu'il faut 1 litre d'eau pour faire pousser 1 calorie de nourriture? Je pense que c'est un peu compliqué. C'est pas évident que tout le monde le sache, mais c'est énormément d'eau quand on va additionner ça à la nourriture d'une personne sur une journée, sans parler de la population mondiale entière sur toute l'année. Donc aujourd'hui, les statistiques disent que la population mondiale est sur la bonne voie pour passer de 7,5 milliards à 9,6 milliards d'ici 2050. De plus, donc chaque personne consommera plus de 30% de calories en plus, donc 30% de plus en termes d'utilisation de l'eau pour faire pousser cette nourriture-là, car nous constatons une évolution continue vers des régimes alimentaires aujourd'hui qui sont plutôt diversifiés, riches en protéines. Si on additionne ça aux 2 éléments que je viens tout juste de dire, c'est que nous allons devoir produire à peu près plus de 50% de nourriture en plus si ces tendances-là se poursuivent les années prochaines. Le problème, c'est que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour pouvoir faire ça. Et si vous regardez le taux de croissance des rendements des principales cultures comme le maïs, le soja, le blé et le riz, dont on voit la guerre aujourd'hui à cause de ça, ils représentent à peu près 90% des hectares que nous cultivons partout dans le monde. La Tunisie, elle détient aujourd'hui 60 000 hectares qui cultivent ces cultures-là et on arrive à produire que 20% du besoin du pays. Ainsi que le taux de croissance de ces rendements ont régulièrement diminué et nous devrons en fait être à un taux plutôt de croissance de 2% pour pouvoir répondre aux besoins de cette population croissante. Cependant, ce taux de croissance est passé de 3,5% en 1970 à moins de 1% aujourd'hui. Et ce qui est encore grave, lorsque nous examinons en fait la production totale et l'augmentation de la production totale que nous avons constatée au cours des 50 dernières années, ainsi que 70% proviennent de cultiver des nouvelles terres. Sachant qu'on est pratiquement, on atteint les limites des terres que nous sommes en train de cultiver. Donc, si nous regardons la tendance que nous attendons à voir au cours des 50 prochaines années, moins de 5% de nos augmentations de la production alimentaire pourront provenir de l'exploitation des nouvelles terres. Cela, donc, si on met toutes les données que je viens de dire sur les premiers slides, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la demande va augmenter, notre capacité à augmenter l'offre va diminuer, le résultat est une forte augmentation de prix qui touchera en fait les personnes les plus vulnérables de la planète. Le plus dur, comme c'est le cas dans les pays en développement, où les gens dépensent plus de 75% de leurs revenus pour se nourrir, comme en Tunisie. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, nous devons être en mesure d'augmenter la productivité des terres que nous cultivons déjà, les terres existantes aujourd'hui. Pour moi, le début de l'histoire ou de la façon dont nous pouvons faire cela commence en Afrique. Pourquoi en Afrique? Car c'est la plus grande masse des terres arables de la planète. Et de plus, l'écart entre ce qui est actuellement produit en Afrique et ce qui pourrait être produit sur cette terre est bien plus grand que partout ailleurs dans le monde. Alors que le reste du monde en développement a pu tripler la productivité de ces terres au cours des 50 dernières années et l'agriculture en Afrique est restée plus ou moins stagnante. Pourquoi est-ce le cas? C'est quoi le mystère qui explique aujourd'hui pourquoi l'Afrique est restée bloquée dans le temps alors que le reste du monde est en train de progresser? La réponse pour moi commence par la compréhension du sol en fait. Si vous regardez l'eau et les nutriments dans le sol de la même manière que nous pensons à la nourriture qui nous permet de passer d'enfants à des adultes en bonne santé, ils s'agissent en fait à peu près de la même manière. Ils alimentent la croissance de ces cultures-là
et sans eux, en fait, ces cultures voient le même impact que les humains, le retard de croissance, la malnutrition, la famine, etc. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, l'agriculteur moyen reçoit moins d'un centième des éléments nutritifs dans ce sol comparant au monde développé. Et l'accès à l'eau, en fait, est toujours limité. Ceci en combinaison, en fait, avec le fait que les pratiques culturelles, telles que la rotation des cultures qui reconstituent naturellement les nutriments dans le sol, sont largement mal adaptées ou sous-adaptées en Afrique. J'aimerais vous présenter mon père. En plus qu'il est dans la construction, il est super passionné par l'agriculture. Et le fait qu'il lui faut en fait 1 litre d'eau pour faire pousser une calorie de nourriture signifie énormément pour lui parce qu'il cultive dans un environnement climatique très sec, dans une région appelée le Mahres, Asfax, donc c'est le sud de la Tunisie. Il a besoin d'utiliser l'irrigation pour faire pousser ses olives et d'autres plantes. Et c'est le cas de tous les agriculteurs en Tunisie aujourd'hui, surtout dans l'agriculture et leur activité principale pour nourrir leur famille. Je veux que vous imaginez pour un instant que vous êtes un agriculteur et vous cultivez un champ, peut-être pas plus grand que la pièce où vous vous trouvez actuellement, et ce champ fournit tout le gagne-pain de votre famille année après année, et que vous cultivez autant de nourriture que possible pour chaque goutte d'eau et d'engrais que vous utilisez. Maintenant, chaque année, vous êtes confronté à une décision très difficile. Est-ce que vous allez investir tout votre argent ou vous endetter encore plus potentiellement pour investir dans les coûts de l'eau, dans des engrais dont vous n'avez aucune visibilité quant à savoir si cela conduira ou non à une plus grande prospérité pour vous, ou simplement vous endetter davantage. Vous êtes agriculteur depuis un jeune âge, comme la majorité des agriculteurs en Tunisie, en Afrique, mais ils ont jusqu'à aujourd'hui encore du mal à décider quotidiennement s'ils doivent irriguer ou non. Lorsqu'ils ont atteint leur parcelle aujourd'hui, le sol a l'air sec, il peut avoir besoin d'être arrosé, mais cela pourrait être aussi tout à fait en dessous ou en dessus et qu'ils n'ont pas besoin d'irriguer. Aujourd'hui, de nombreux agriculteurs en Tunisie et en Afrique ne cultivent pas seuls et sont dans un système d'irrigation avec leurs voisins, ce qu'on appelle groupement ou groupement d'agriculteurs, comme les GDA par exemple. Ils partagent l'eau qui est pompée d'un canal ou d'un barrage ou d'un puits. Et la plupart du temps, ils s'entendent bien, ils savent quand partager cette eau entre eux, mais finissent parfois ou souvent par se disputer l'eau quand tout le monde en fait veut appliquer l'irrigation le même jour parce que chacun pense qu'il a besoin d'arroser ce jour-là. Et cela arrive assez souvent. Je peux donner des exemples par la suite. Et la réalité est que la majorité d'entre eux, en fait, appliquent de l'eau quand ce n'est pas nécessaire. Beaucoup arrosent parce que l'eau, il est là toujours, tout le temps, parce qu'ils ont un puits qui est accessible, etc., ou parce que c'est gratuit. Et même pour les engrais, cela signifie que ces agriculteurs, en fait, exploitent des sols épuisés et qui n'ont aucune chance de pouvoir atteindre leur pleine productivité. Ils ont en fait besoin d'apprendre quel regret peut arriver lorsque vous mettez trop d'eau, c'est que toute cette irrigation et ces précipitations qui vont aussi venir vont emporter l'engrais des racines des cultures. Le résultat, c'est les plantes jeunes, elles ne produiseront pas très bien et pour l'agriculteur, c'est une catastrophe. Pourquoi ce problème est si complexe? Parce que, au fait, la variabilité du sol d'un champ à l'autre et la variabilité du climat d'une année à l'autre dans les cultures qui sont plantées signifie que la différence dans la quantité optimale à mettre sur votre champ peut varier de 3 à 4 fois d'un champ à l'autre, d'une année à l'autre. Donc, en tant qu'agriculteur, vous n'avez aucun moyen de rassembler ces variables complexes et de trouver une solution. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous en tenez plutôt aux pratiques que vous connaissez, que vous retombez sur ce qui est familier pour vous. Et même si vous le saviez, ce résultat, c'est d'avoir à peine assez de production pour nourrir votre famille et encore moins approvisionner votre village. C'est ce qui, en fait, vous revenez au bout.
Donc, l'absence de progrès dans ce domaine-là n'est pas vraiment due à un manque d'efforts. Des centaines de milliards de dollars ont été dépensés au fil des décennies. Moi, j'en connais des projets qui ont été faits en Tunisie, qui étaient subventionnés par la Banque mondiale, par la FAD, par plusieurs organisations et plusieurs banques aujourd'hui. Mais en fait, aujourd'hui, sur les aides, sur les nouvelles technologies et les nouveaux programmes qui sont plutôt, on investit sur ces programmes-là qui ont peu de succès. Pourquoi? Parce que ces subventions, seules, en fait, elles permettent de créer un ensemble efficace de pratiques. Et ce qui se passe, c'est que les producteurs finissent par appliquer trop d'engrais, trop d'eau ou pas assez. Et lorsque ces subventions finissent par disparaître, ils permettent de maintenir des pratiques ou ces pratiques plutôt, car elles sont plutôt inefficaces et non durables. Donc, ça ne se continue pas dans le temps. En fait, une étude récente qui a été publiée par la Banque mondiale l'a examinée dans une vue d'ensemble détaillée, ce qui freine aujourd'hui les progrès de l'agriculture africaine. Ils ont été comme en fait un excellent exemple, notre incapacité à mettre des informations cruciales entre les mains des agriculteurs a donné vraiment à chaque agriculteur les moyens de prendre la bonne décision concernant ses parcelles. Et mettez là plutôt le siège du conducteur, comment on peut les mettre plutôt dans le siège de conducteur pour conduire ces changements-là. Donc, si cela est crucial pour pouvoir avoir un impact ou un changement, pourquoi n'avons pas été en mesure de faire plus de progrès dans ce domaine-là? En fait, maintenant, je veux vous imaginer un instant que vous avez un outil dans le main. Cet outil-là connaît déjà tous les détails de votre terrain. Il connaît votre sol, le temps que vous avez connu, il connaît les cultures que vous avez plantées ou que vous allez planter, il connaît votre climat. Et cet outil peut vous dire les avantages de ces décisions que vous essayez de prendre. Il peut vous aider à résoudre ces questions difficiles et de savoir ce qu'il faut ou non planter, c'est-à-dire sur un sol plutôt une culture spécifique, quelle quantité d'eau à appliquer, quelle quantité de fertilisants à appliquer. Et cette information, c'est la confiance qu'elle vous donne et la confiance qu'elle vous donne et qui vous permet de surmonter cette difficulté et de prendre une nouvelle décision, d'adapter plutôt une nouvelle pratique et de vraiment commencer à influencer un changement de manière durable. Mais si c'est important, et cette information que possède l'agriculteur est si importante, pourquoi n'est-il pas déjà arrivé jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, nous avons assisté à une explosion de notre capacité à évoluer ces années-là, donc 100 fois plus de puissance de calcul. Le développement de technologies de cloud computing, comme par exemple Hadoop, Kubernetes et d'autres, sont des cartes produites qui permettent d'exécuter des calculs sur des milliers de machines et de revenir en arrière avec une réponse. De plus, le monde se numérise. Les éléments de base qui devraient faire de cette solution une réalité ont commencé à se rassembler au cours de ces dernières années, dont on fait partie, nous, comme CIBEX. Nous en savons plus sur la terre que nous cultivons, que nous n'avons jamais eu dans le passé. Des nouvelles données satellitaires comme l'imagerie satellite, les indices, les imageries satellites. Aujourd'hui, on est jusqu'à 8 indices, par exemple, sur la plateforme CIBEX. Des données météorologiques pour pouvoir aussi suivre tout ce qui est pluviométrie, tout ce qui est évapotranspiration, etc. Numérisation du sol, parce qu'aujourd'hui, à travers des cartes du sol, on va pouvoir dire à l'agriculteur quel sol est là, et c'est ce qu'on fait aussi chez CIBEX. Des capteurs sur la ferme pour pouvoir aussi suivre en temps réel tout ce qui est humidité sous sol, tout ce qui est électroconductivité, les drones pour pouvoir aussi plutôt faire des captures d'images et des analyses d'images, pour faire aussi tout ce qui est fertilisation et tout ce qui est application des pesticides. Donc tout cela nous a permis de mieux comprendre les interactions entre les cultures, la météo et le sol, que nous n'ayons jamais eu auparavant, d'une manière moins coûteuse et plus rapide que jamais. Et enfin, la technologie mobile, donc toutes ces montagnes de données, toutes ces puissances de calcul, en fait, c'est ce qu'on a compris, nous, chez CIBEX, c'est que ça ne vaut vraiment rien à moins que
nous puissions le transformer en une solution simple et exploitable et que l'agriculteur ou vous, en tant qu'agriculteur, vous pouvez plutôt prendre des décisions plutôt précises et confiantes à travers ces solutions-là. Si on n'arrive pas à faire parvenir dans les mains d'un agriculteur ce genre de solution, ça veut dire qu'on n'a pas réussi. Ce qu'on a compris, c'est la simplicité, ce qu'il faut faire pour atteindre ces agriculteurs-là via les technologies qu'ils possèdent, que ce soit à travers le smartphone, que ce soit à travers les SMS, que ce soit à travers le PC en lui-même. Donc, et on est dans un momentum aujourd'hui, surtout par rapport à l'adoption du mobile en Afrique. En Tunisie, au cours des 10 dernières années, a explosé de moins de 10% à 70%. Et ça continue en fait à s'incliner rapidement. Maintenant, si toutes ces tendances fondamentales se réunissent au bon moment, le reste des pièces de puzzle qui auraient besoin pour faire de cette solution une réalité commence également à être disponible. Il y a des projets en fait en cours aujourd'hui pour numériser par exemple tout le sol en Afrique. Il y a des projets pour mettre des applications mobiles entre les mains des agriculteurs qui les aident à mieux comprendre des choses comme les prix des récoltes par exemple. Quand ils amènent leurs récoltes au marché, et là sont des programmes de groupes comme les fondations Bill et Melinda Gates qui éduquent les agriculteurs sur ces meilleures pratiques-là. Il y a CIBEX qui travaille depuis plusieurs années, en fait, en prenant les différents ensembles des données climatiques, sol, plantes, ces données-là, dans l'agriculteur, on a besoin sur la quantité de quantité d'eau à donner à sa parcelle, et en les reliant à un système basé sur la science de données, sur plutôt le mobile, et cela qui peut donner en fait à l'agriculteur une recommandation très simple et exploitable sur la façon dont on peut appliquer l'irrigation aujourd'hui. On peut aussi prendre des décisions sur la fertigation. Fertigation, c'est la fertilisation et l'irrigation ensemble. Donc, il y a beaucoup à faire et à exploiter en termes de données, surtout qu'aujourd'hui, si on parle de l'intelligence artificielle, pour la Tunisie, on a même la technologie en agriculture, elle n'a même pas exploité le 1% de ce qu'on a. Donc, pour pouvoir mettre ou appliquer l'intelligence artificielle en Tunisie, on doit plutôt scaler ce genre d'application sur l'ensemble d'hectares qu'on a, sur l'ensemble des agriculteurs qu'on a, pour qu'on puisse entraîner une intelligence qui va produire d'autres ou améliorer nos algorithmes et faire de telle sorte à avoir une agriculture durable et responsable. Si nous sommes capables de rassembler chacune de ces pièces-là et de créer un cadre holistique qui permet vraiment à l'agriculteur d'agir et de prendre ses décisions, c'est là que je pense que nous pouvons avoir une véritable solution. En fait, une solution qui va plutôt plutôt la parcelle, quand on va cultiver, de la partie cultivation de la parcelle jusqu'à la partie vente. Et cela, on peut le faire que si on est ensemble. Ça, certes, aujourd'hui, il y a beaucoup de briques. Il y a les institutions publiques, il y a l'État, on est même en tant que ministère d'Agriculture. Il y a les startups qui ramènent cette agilité aux ces institutions-là. Il y a l'agriculteur à la fin qui va bénéficier de cet écosystème pour pouvoir bénéficier des solutions qui l'aident à avoir une meilleure profitabilité. On continue dans l'imagination, après Oudé. Je veux que vous vous imaginiez en fait un instant que nous pourrions enfin mettre un outil dans la main de chaque agriculteur tunisien et africain qui répondait en fait à ces tas de questions difficiles. Imaginez que nous puissions inverser les tendances à l'augmentation de la famine et la baisse de la productivité. Imaginez que nous puissions tripler la productivité de chaque agriculteur en Tunisie et en Afrique et que nous puissions le faire d'une manière qui place ces bénéfices accrus et à cette augmentation, et cette augmentation plutôt là où ils sont le plus nécessaires. Avec chaque agriculteur, dans chaque champ, dans chaque village, ce qui est si important, puisque plus de 70% de ces 800 millions de personnes sont elles-mêmes des agriculteurs. Imaginez juste ça, et maintenant, rendons ça une réalité. Merci beaucoup.
sais pas si vous m'entendez. Merci pour cette belle présentation. On va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, ah si, c'est bon. Bonjour, Fatma Nani. J'ai une question. En fait, par rapport donc, à la guerre en Ukraine et la flambée des prix, il y a un risque de famine en Afrique. Et aussi, ils disent que la Tunisie, puisqu'elle importe 48% donc, de son blé d'Ukraine, qu'il y a aussi un risque pour la Tunisie. Je voudrais savoir, d'après vous, qu'est-ce que la Tunisie doit faire pour être moins dépendante donc, des importations extérieures? C'est plutôt c'est de travailler sur deux choses. C'est ce que j'ai. D'ailleurs, merci beaucoup pour la question en premier lieu et enchantée. Donc, ce que je viens d'évoquer, c'est aujourd'hui les mécanismes afin de pouvoir aussi augmenter la productivité agricole, surtout qu'on a aujourd'hui 60 000 hectares là où on plante du céréalier, comme le blé et autres. Et pour pouvoir, en fait, sachant que nous sommes un pays qui aujourd'hui aussi souffre de la pérennité de l'eau, parce que c'est une source rare qui aussi, on dépend de ça. Donc, pour pouvoir, en fait, faire face à cette source rare qui ne cesse pas de diminuer en termes de quantité, et de pouvoir aussi augmenter la production de l'autre côté, c'est de pouvoir s'adresser à la technologie, ça de un. La technologie sur la manière qu'on va utiliser cette ressource-là pour appliquer le juste besoin, parce qu'il y a d'autres qui sont en train de surutiliser cette ressource-là. Deuxièmement, c'est pouvoir exploiter les terres qui ne sont pas aujourd'hui exploiter en termes de céréaliers et pouvoir planter. Mais d'autre côté, c'est de préparer la stratégie de stockage, parce qu'en Tunisie, on n'a pas cette stratégie-là. On n'a pas même les entrepôts là où on peut stocker du blé. Et d'ailleurs, on a 2 ou 3 sur toute la Tunisie. Aujourd'hui, c'est très important de commencer à mettre une stratégie pour que la Tunisie, elle va pouvoir en fait subvenir aux besoins locaux et pourquoi pas aussi exporter. On a ce potentiel-là, on est un pays agricole, c'est-à-dire quand je parle de la Tunisie, c'est ce qu'ils nous disent, c'est partout, ils savent que la Tunisie c'est un pays agricole, mais si on n'investit pas dans ce potentiel-là et on ne ramène pas la technologie pour qu'elle facilite et la prise de décision, ça nous gagne du temps, ça nous gagne de l'argent, on ne va pas pouvoir y arriver. On va être face à la famine, comme vous l'avez déjà évoqué. Donc, voilà. Oui, parce que là, en fait, la guerre, elle a débuté et donc l'ONU alerte sur un ouragan de famine. Et là, exactement. Voilà, en fait, je veux dire, là, c'est en fait sur le long terme. Mais nous, mais on commence à le voir. Il faut visiter les supermarchés pour voir comment les gens, en fait, et ça, effectivement, sur la farine et d'autres. Donc, du coup, ils commencent à être frustrés. Et cette frustration-là, il faut entre autres les rassurer en premier lieu, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va être en famine. Deuxièmement, il faut penser sur des stratégies qu'on peut les mettre en place. Ce n'est pas juste écrire des stratégies et dire qu'on est en train de travailler, mais plutôt mettre en place des stratégies solides pour le futur. Les gens, ils ont commencé à penser, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, 2025, depuis trentaine d'années. Aujourd'hui, nous, on met la stratégie 2025-2030. Moi, quand j'étais à Dubaï, ils mettent la stratégie pour 2075. Donc, la stratégie 2025-2030, elle est là déjà. Donc, il ne faut pas être en retard. Hein. Ce retard-là, ça nous coûte très, très cher. On ne manque pas de ressources, parce que là, ça ne demande pas en fait, comme j'ai dit, il y a des milliers, des millions de dollars et d'euros qui ont été en fait dépensés sur ce genre de projet. Moi, je peux citer des dizaines de projets de réhabilitation, entre autres, de l'agriculture tunisienne. Mais derrière, ce qui a été fait, c'est juste ce mot-là, ce titre-là. On n'a pas des résultats. Il faut être dans des stratégies qui sont pérennes, qui continuent dans le temps, qui évoluent,
et qui sont plutôt pratiques, c'est-à-dire là où on peut voir demain l'apport ou le retour sur investissement. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame Chagnour, pour cette présentation. Effectivement, aujourd'hui, il y a un grand enjeu mondial lié à la pollution, lié à l'augmentation de la population. Et effectivement, via les solutions d'IA aujourd'hui, on peut identifier éventuellement des problèmes d'appauvrissement du sol et des problèmes aussi de détérioration de la graine, pour laquelle aujourd'hui, il y a des banques de graines qui sont importantes pour préserver justement l'espèce végétale. Et par rapport à ça, donc Habitna, est-ce que vous intégrez aussi en prévision aussi de ce qui peut arriver par anticipation aussi pour faire du prédictif sur les politiques et les stratégies de gestion agricole ou des biens naturels de chaque pays, enfin en l'occurrence de la Tunisie ou autres pays sur lesquels peut-être vous travaillez. Donc ça, c'est une première question. La deuxième, est-ce que vous prenez aussi en compte les nouvelles techniques aussi qui visent à utiliser de moins en moins d'eau, à savoir comme la permaculture, par exemple. Donc comment tout ça, tous ces éléments-là, est-ce qu'ils s'inscrivent dans le cadre justement des recherches que vous faites? Merci. Je vous en prie, merci pour la question. Alors, c'est très bonne question, la première et la deuxième. Donc, pour la première question, par rapport aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de faire des rapports d'anticipation par rapport à ce qui peut se passer à travers la plateforme? En fait, ça sera outil, comme il est aujourd'hui outil d'aide à la décision pour l'agriculteur, ça sera un outil d'aide à la décision pour les États. Parce qu'aujourd'hui, en Tunisie, comme je l'ai dit, on est à 400. Je prends sur le secteur là où on vise les préconisations, enfin tout ce qui est irrigation de précision, donc on vise des hectares irrigués. Sur les hectares irrigués aujourd'hui, on a à peu près 630 000 sur les dernières statistiques, 1000 hectares. Si je vais voir le pourcentage d'hectares qui est équipé par la technologie d'aide à la décision, c'est moins de 1%. Donc, comment peut-on mettre des stratégies d'anticipation si on n'a pas cette donnée? Les données, c'est le nerf de la guerre. Il y a des pays que je n'ai pas nommés qui ont compris que l'agriculture, c'est-à-dire ceux qui détiennent aujourd'hui la donnée de l'agriculture, c'est eux qui détiennent le monde. Et ça, j'aimerais qu'en fait, nous, en Tunisie, on réfléchisse pareil. Parce que, comme je l'ai dit, on a tout le potentiel pour le faire. Donc, pour pouvoir aller sur des rapports-là, il faut, en premier lieu, scaler cette technologie-là ou ce genre de technologie sur toutes les superficies qu'on a en Tunisie. Donc, il faut avoir une stratégie derrière soi, une stratégie de subvention pour les agriculteurs qui aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir ces technologies. Pourtant, on essaie de notre mieux en tant que start-up de rendre ça plutôt accessible en termes de prix, sachant que le prix, ça ne vaut rien vraiment devant le retour sur l'investissement qu'il va avoir sur toute la saison. Deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, peut-être la confiance ou le manquement de l'information, parce que l'agriculteur, il n'est pas toujours connecté, il ne sait pas. Il faut aujourd'hui faire des sessions de vulgarisation. Il y a la VFA aujourd'hui, c'est l'agence de vulgarisation de formation agricole. Donc, l'un de ses rôles, c'est de pouvoir ramener à l'agriculteur des bonnes pratiques technologiques, services ou autres. Donc, c'est de vulgariser. Ça doit être un mindset, c'est-à-dire une culture vraiment fondée et adoptée par tous les agriculteurs en Tunisie pour qu'on puisse construire cette base-là. La deuxième question, si vous pouvez justement me rappeler par rapport à la deuxième question. C'était sur les nouvelles techniques qu'on utilisait, en l'occurrence sur la permaculture. Oui, effectivement. Donc, nous, aujourd'hui, on se positionne sur l'aéroponie et l'hydroponie parce qu'on a plutôt des stations IoT qui permettent en fait de contrôler l'environnement et pouvoir actionner ou prendre des décisions par rapport à une telle valeur ou tel capteur ou autre chose. Donc, l'hydroponie ou l'aéroponie, c'est comme on appelle les vertical farming ou l'agriculture verticale ou qui remplace aujourd'hui, c'est les cultures hors sol qu'on peut les faire partout. On n'a pas besoin d'avoir des terres pour les faire.
Donc, ça, on se positionne dessus. On travaille avec une société en Tunisie. On essaye aussi de faire ramener ça à l'agriculteur. Et ça, c'est bien de voir aussi des jeunes Tunisiens qui sont en train d'inventer, parce que c'est même il y a de l'innovation derrière. Je vais pas parler à leur place. Je les laisserai peut-être, si vous avez besoin de ces contacts-là, je peux donner. Par contre, ça, c'est une solution, mais ça ne peut pas remplacer aussi certaines, comme elle a évoqué tout à l'heure, le blé et tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est céréalier, on ne peut pas le faire en hydroponie. Donc, il y a des cultures qu'on peut les cultiver en hydroponie, en aquaponie ou autre. Par contre, d'autres cultures, non, on a besoin des terres pour les cultiver. Très bien, merci. Il y a une question à distance. On va lire la question. Alors, quels sont les 8 indices utilisés au sein de la plateforme de CIBEX Q2? Vu que vous utilisez des drones, Lida, pouvez-vous nous expliquer la réglementation en France? Procédure. Et la deuxième question, que proposeriez-vous pour faire bouger les choses législativement en Tunisie afin d'avoir une stratégie pour l'agriculture? Voilà. Alors, les drones en France. Pour la réglementation en France, on ne sait pas exactement comment marcher. Ouais. Pour la réglementation en France, nous, on n'utilise pas en fait des drones, plutôt on intègre des données des drones. Donc, il y a des entreprises qui aujourd'hui ont plutôt accès à ces réglementations-là, qui ont fait tout le travail par rapport à la réglementation, sachant qu'en France, il n'y a pas autant de réglementation qu'en Tunisie. On ne passe pas par exemple, 5 ministères pour pouvoir avoir une autorisation de faire plutôt voler un drone sur des terres agricoles. Et c'est toujours le problème. Donc aujourd'hui, moi, je connais 2 startups qui veulent investir dans les drones en Tunisie, mais ils n'arrivent pas à avancer parce que c'est très compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, la réglementation elle est très importante. Il faut en fait faire une refonte pour pouvoir s'adapter aussi à l'avancement des progrès technologiques de l'autre côté et les ramener en Tunisie. Pourquoi pas utiliser un drone tunisien au lieu d'aller ramener un drone de la France. Nous, c'est vrai qu'on existe en France, mais on existe en Tunisie aussi. Donc, on a commencé en Tunisie et en fait, on est allé en France pour aussi dépasser, entre autres, quelques réglementations qui nous ont empêché plutôt d'avancer en termes de recherche et développement et autres. Aujourd'hui, l'imagerie satellite. Donc, l'imagerie satellite, au début, ce n'était pas accessible pour nous parce qu'on doit travailler avec des fournisseurs avec qui on va travailler en devise. Et puis, donc, ce n'était pas évident de le faire depuis la Tunisie. On l'a fait, en fait, en France. Sur les indices, je pense qu'il y avait une question sur les indices. Aujourd'hui, on a jusqu'à 8 indices. Et pour dire que aussi, la question, quels sont les 8 indices hein? C'est quoi? Ah, c'est quoi les 8 indices? Oui. Ok, donc on a l'NDVI. Je ne sais pas si déjà la personne ils connaissent très bien les indices d'imagerie satellite. Je peux nommer donc l'indice de végétation normalisé, le NDVI, l'indice normalisé d'humidité, la différence normalisée de bord rouge, l'NDRE, le CHI qui est l'indice de chlorophylle, le EVI qui est l'indice de végétation améliorée, le SAV qui est l'indice de végétation ajustée du sol, le LAI c'est pour aussi l'indice de surface foliaire pour voir aussi le développement de la végétation sur toute la superficie, et l'indice du proche infrarouge et de la végétation c'est le NIRV. Et celui-là, en fait, on l'utilise pour pouvoir aujourd'hui, c'est en phase de test, mais bientôt il sera validé. C'est pour les estimations de rendement et de productivité. Et le RGB qui est très connu par tout le monde. Donc, c'est en fait des imageries qui sont de haute résolution et qui vont permettre, entre autres, l'agriculteur de prendre des décisions sur d'autres aspects. Il y a l'aspect irrigation, parce que là, on va pouvoir visualiser l'homogénéité de l'irrigation sur toute la superficie, pour pouvoir détecter des zones qui ne sont pas plutôt bien irriguées ou qui sont en temps irriguées plus qu'il faut. Et on a même des agriculteurs qui ont détecté des fuites donc d'eau à travers les imageries satellites. Donc, on va pouvoir aussi prendre des décisions par rapport à la fertilisation, par rapport à l'application des pesticides et aussi, comme je l'ai dit, estimer le rendement et la productivité. Très bien, merci. Il y a une question que j'ai oubliée.
Ouais, C'est non, bien. c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention et la qualité de la présentation sur un domaine très important. Et je pense que, Inch'Allah, on essaiera d'avoir des applications concrètes de plus en plus dans le domaine de l'agriculture. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci encore une fois, Amira Chagnour. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt.